Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci ce sera un petit vlog parce que j'ai quelques lectures à vous présenter, certaines que j'ai terminées, que j'ai adorées et d'autres où je suis un petit peu moins convaincue, il est vrai. Alors on va commencer par une où je suis convaincue parce que j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu. Il s'agit du thriller L'Homme Cré de C.J. Tudor, publié aux éditions Pygmalion. Et lui, je l'avais présenté dans la vidéo du challenge Flowers Book Challenge, parce qu'il fallait une couverture noire, donc voilà, hein. Je pense que ça se passe de commentaires, vous avez compris pourquoi je l'ai choisi. Et sinon, je l'avais choisi également parce que ça faisait un bon bout de temps qu'il était sorti, que je l'avais vu passer, qui m'avait intriguée, et qu'il était également malheureusement sorti de ma tête, parce qu'il y a tellement de sorties qui arrivent entre-temps que celui-ci, je l'avais complètement oublié. Mais ça y est, j'ai réparé mon erreur, et je suis ravie de l'avoir lu, parce que je l'ai trouvé super chouette. Un petit résumé tout de suite pour que vous sachiez de quoi ça parle. Alors déjà, il y a une petite phrase d'accroche qui nous dit « Les enfants ne sont pas toujours innocents ». Et c'est bien vrai, surtout dans ce livre. Le problème, c'est que nous n'étions pas d'accord sur la manière dont ça avait commencé. Était-ce lorsqu'on s'était mis à dessiner les bonhommes à la craie, ou lorsqu'ils sont apparus tout seuls? Était-ce à partir du terrible accident, ou quand ils ont découvert le premier corps? Alors c'est vrai que c'est un résumé qui est très court, très énigmatique, qui vient d'un enfant qui parle, qui est là le héros du livre, et on ne sait pas trop vers quoi on s'embarque. On soupçonne qu'il y a un petit côté bonhomme bâton justement qui va revenir et dans la couverture et dans le résumé et qui sera certainement présent dans le livre. Et après, on ne sait pas beaucoup plus. Et il est vraiment énigmatique et génial. Énigmatique parce que l'autrice arrive à nous balader, on va dire, du début à la fin. Elle nous embarque dans un thriller entre passé et présent, entre les années 80 où le protagoniste et ses copains sont enfants, et dans les années 2000 où ils sont devenus adultes. Et où justement cet accident, ces cadavres retrouvés et ces problèmes liés au bâton dessiné à la craie vont les hanter, que ce soit dans le passé ou dans le présent, qui continuent de rattraper ces enfants et qui ne les lâchent pas du tout, même à l'âge adulte. Ils sont encore tourmentés, ils sont encore perclus de cauchemars, ils sont encore remplis de doutes. Il y a vraiment beaucoup de mystères, parce qu'il y avait des cadavres, certes, il y a eu un gros accident qui a été un déclencheur également, certes. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon ça va vous spoiler une grosse partie du livre. Et c'est vraiment dommage, parce que chaque déclencheur a quelque chose à voir avec un événement futur, a quelque chose à voir avec une partie de l'enquête, avec nos héros, avec leur vision de la vie, avec leur passé, avec leur avenir, et tout découle des actions qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Et l'autrice, je trouve qu'elle est très forte parce qu'elle a une très belle écriture, et elle arrive à nous mener en bateau du début à la fin avec un cheminement d'enquête, un cheminement de pensée avec ses enfants qui va nous faire penser à l'innocence de certains, à la culpabilité d'autres, que ce soit des enfants ou des adultes. Et on va commencer à fomenter des hypothèses, on va commencer à avoir des doutes, on va commencer à voir le mal partout, et notre esprit va se diriger peu à peu vers une conclusion en se disant voilà, avec ce qu'elle nous a décrit, c'est bon, je vois qui est le personnage coupable, je vois ce qui va se passer, je vois vers où on va, alors que pas du tout. Le chapitre d'après, elle nous ressort un rebondissement qui va nous faire douter de tout ce qu'on avait mis en place, et finalement on va se dire qu'on est parti totalement dans la mauvaise direction, qu'il faut tout revoir, tout refaire, et ça presque à chaque fois, à chaque dénouement, elle arrive à nous rajouter un petit indice, une nouveauté, un élément du passé qui ressurgit, et à chaque fois on refait de manière totalement différente notre cheminement pensé pour essayer de savoir ce qui s'est réellement passé. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est vrai qu'il y a marqué les enfants ne sont pas toujours innocents, mais les adultes non plus dans ce livre. Et c'est extrêmement bien écrit. J'ai vraiment beaucoup aimé, je suis vraiment contente de l'avoir lu et de ne pas être passée à côté, qu'il soit repopé comme ça au détour d'un rayon de ma médiathèque. Heureusement que je l'ai vu, parce que franchement j'aurais été très triste d'être passée à côté de cette lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. La fin est assez particulière. On se dit que oui, une fois de plus, les enfants ne sont pas toujours innocents,
et que par certains de leurs actes qui pouvaient paraître anodins, va découler beaucoup de choses plus ou moins graves derrière. Et la fin, c'est vraiment ça, on se dit d'accord, il n'est pas vraiment innocent, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est malade, est-ce que c'est voulu depuis le départ, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui dégénère au fur et à mesure de la lecture. J'ai bien aimé, c'est une fin un petit peu ouverte, on va dire, qui nous permet de continuer à fomenter des hypothèses, mais c'est un tome unique, il n'y aura pas de suite, donc ça nous permet justement de laisser notre esprit un petit peu libre, de vagabonder sur une conclusion qui nous importe à nous, en fonction des indices que nous a laissé l'autrice. Et c'est vraiment super chouette, franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, il est génial, il se lit tout seul, et il est vraiment très original, et dans la manière d'écrire, et dans la manière de procéder au niveau du fil de l'enquête, et de ce groupe de gamins qui continuent à se voir malgré les problèmes qu'ils ont eu par le passé, malgré les problèmes qu'il va y avoir dans le présent. C'est vraiment super chouette. Et ce petit côté justement, gamins qui jouent ensemble, qui cachent des secrets, qui créent leur propre jeu, leurs propres règles avec ces bonhommes bâtons, ça me fait un petit peu penser aux vibes de Stephen King, avec ces gamins qui jouent pendant l'été mais qui ont des secrets, qui vont découvrir probablement des choses qu'ils ne devraient pas voir à leur âge. Et il va y avoir justement toute cette ambiance de secret, toute cette ambiance un peu glauque, macabre, qui fait vraiment penser à un Stephen King, notamment dans la saga Ça. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Ça fait beaucoup de ça dans cette phrase, mais que voulez-vous? C'est vraiment ce à quoi ça m'a fait penser. Moi, en tout cas, je trouve que ça matche bien, ça m'a beaucoup plu. Et comme je vous le disais précédemment, si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez les thrillers, je vous le recommande parce qu'il est vraiment super chouette. Et je vais continuer avec le livre que je viens de prendre juste à côté parce que c'était le plus proche. Et on va passer dans du graphique avec Lore Olympus. C'est le tome 2, celui-ci, c'est de Rachel Smith et c'est publié chez Hugo BD. Et c'est vraiment une grosse BD, je dirais presque même un roman graphique plutôt, avec un design vraiment particulier, tout dans le contraste de couleurs. Chaque personnage est associé à une couleur particulière. Perséphone par exemple c'est le rose, ici Mante, je ne sais même pas comment on prononce, c'est le rouge, Hadès, pardon le micro, Hadès ça va être le bleu, je ne sais pas, Estia ça va être le jaune. Chaque dieu ou déesse ou personnage va avoir une couleur particulière et va permettre d'avoir un joli panel justement coloré pour pouvoir avoir une distinction entre les personnages et amener un petit peu un côté original à cette réécriture du mythe grec d'Hadès et Perséphone dans un côté un peu plus contemporain. Et que dire si ce n'est que je ne sais pas trop ce que j'en ai pensé. Est-ce que j'ai été déçue? Probablement. Est-ce que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais? Probablement aussi. Ou est-ce que je suis peut-être un petit peu blasée d'une énième réécriture du conte, du mythe d'Hadès et Perséphone, alors qu'il y a une foulitude de dieux grecs, mais c'est toujours ces deux-là qu'on retrouve. J'avoue qu'en temps normal, c'est vrai que ça ne me dérange pas parce que c'est un conte que j'aime beaucoup. C'est vrai aussi que j'en ai beaucoup et que j'en ai lu beaucoup, donc est-ce que ça a pas un peu joué? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, c'est pas la meilleure des réécritures, moi je trouve. Il y a un côté très actuel avec une retransposition du mythe dans le côté contemporain. On va avoir Hadès qui est PDG d'une entreprise et Perséphone qui est étudiante et qui va chercher un stage qui, comme de par hasard, va se faire dans l'entreprise d'Hadès. Et à côté de ça, il va y avoir justement ce que j'appelle qui est très contemporain, c'est qu'on va parler des problèmes plutôt actuels de la société, point de vue relations toxiques, point de vue violence psychologique ou physique, qu'il n'y avait vraiment pas, on va dire, dans le mythe d'origine. Là, on appuie bien sur ces points, même si je trouve que dans celui-ci, c'est pas trop appuyé, parce que ce mythe, il a été scindé en plusieurs tomes. Ici, c'est le tome 2. Je vous avoue que je n'ai pas lu le tome 1, et honnêtement, la lecture du tome 2, le tome 1, c'est pas grave si on l'a loupé. Honnêtement, on comprend tout. Si on connaît un petit peu le mythe de base d'Hadès et Perséphone, on se doute bien de ce qui s'est passé avant. Alors certes, il va me manquer le côté contemporain donc de la chose, avec leur rencontre à base d'une fête dans une boîte de nuit visiblement, à base de justement relations toxiques entre Hadès et Apollon, entre Perséphone et Apollon.
Mais à côté de ça, moi j'ai pas été emballée plus que ça malheureusement. Alors qu'il y a eu une hype énormissime autour de ce titre, autour de ce webtoon, où les gens sont archi fans du design, archi fans de la nouveauté, archi fans du mythe d'Hadès et Perséphone. Et ben moi rien de tout ça en fait. J'ai été, je pense, terriblement déçue que ce soit plat. Surtout dans ce tome-ci, où au final, je pense que les premiers chapitres jusqu'à là à peu près, on va tourner autour de Hadès et Perséphone qui communiquent par SMS, et c'est tout. C'est terriblement chiant, entre guillemets. Enfin, ok, ça me pose un petit peu l'ambiance, ça pose du fait que lui, on va considérer que, donc, comme c'est le roi des enfers, il est froid, il est manipulateur, il est triste, il ne faut pas qu'il s'approche de Perséphone, et à l'inverse, Perséphone a cette attirance un petit peu dangereuse envers lui, parce qu'elle ne connaît rien de la vie, du fait qu'elle est surprotégée par Déméter, sa mère, du fait qu'elle est très jeune, elle a 19 ans, lui il en a 2000 dans le livre, donc il y a un gros problème au niveau de ça. Alors, on met en lumière la énorme différence d'âge, certes, même si bon, ce sont quand même un peu des dieux. En revanche, on oublie complètement le côté que c'est son oncle. Donc bon, si on veut du dérangeant, on peut partir aussi sur l'inceste familial, parce que bon, ça, cette partie-là du mythe, elle a complètement été occultée, en tout cas pour le moment. Mais justement, on va se focaliser sur certains trucs et pas d'autres, on passer sous silence une partie du mythe et le remettre au goût du jour avec d'autres choses. Mais il y a toujours donc cette relation un petit peu ambiguë, cette tension qu'il y a entre ces deux êtres des enfers et du printemps, du monde souterrain et du monde céleste de l'Olympe. Et moi je pense que je suis un petit peu lassée de voir une énième réécriture de conte sur ces deux personnages que pourtant j'adore, mais qui au final on tourne toujours autour de la même chose. Et est-ce que c'est parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps aussi le Hadès et Perséphone de manière contemporaine de Scarlett Sinclair, qui est un petit peu finalement la même chose en fait, donc je suis un peu dubitative et triste de voir que je ne fais pas partie de cette hype qui est autour de Lore Olympus. Est-ce que je vais lire le tome 1 et 3 ? Peut-être, pour continuer peut-être à me faire une idée, peut-être que c'est juste ce tome 2 qui est totalement plat, je ne sais pas. Je vais lui laisser une autre chance, mais je pense que si à la lecture du tome 3, ça ne me convainc pas plus que ça, je vais complètement arrêter parce que c'est vraiment pas une série qui me plaît malheureusement. Et je suis... C'est méchant de dire ça, mais je suis contente de l'avoir trouvé à ma médiathèque et de ne pas de l'avoir acheté. Parce que je l'aurais regretté. Je pense que j'aurais voulu le revendre quasiment aussitôt derrière. Parce que franchement, c'est pas que ça ne m'a pas plu, c'est que je pense que j'ai été vraiment un mix entre blasé et déçu. Ouais. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait la même chose, si vous l'avez lu. Est-ce que vous l'avez aimé, point de vue graphique ou histoire ? Point de vue graphique, on est d'accord que c'est particulier, mais qui a un côté original qui n'est pas désagréable. Après, ouais, je pense que c'est point de vue histoire, ça pêche, ça ne passe pas du tout. Dites-moi, je suis dubitatif, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu ? Est-ce que vous êtes comme moi, que vous en avez entre guillemets un petit peu marre de voir encore une énième réécriture sur ce couple alors qu'il y en a tellement d'autres sur lesquels on pourrait travailler dans la mythologie grecque ? Est-ce que c'est le fait que ce soit un webtoon ? Est-ce que c'est le fait que ce soit découplé en plusieurs parties ça ne va pas ? Je ne sais pas. Dites-moi tout dans les commentaires, qu'on puisse échanger sur cette œuvre, parce que moi c'est pas trop ça. J'ai pas vraiment été convaincue et j'en suis vraiment triste parce que je pense qu'il y avait du potentiel derrière. Mais peut-être que je ne suis pas le bon public, tout du moins pour ce titre. Bon, après Lore Olympus qui ne m'avait pas tout à fait donc convaincue, je vais continuer avec 2 autres titres avant de couper cette séquence pour en passer une autre. Et bien je vais vous parler, pareil, d'un livre qui m'a convaincu et de l'autre pas du tout. On va commencer par celui qui m'a convaincu. Il s'agit d'un SP, où je remercie énormément l'auteur de me l'avoir fait découvrir parce qu'il était vraiment génial. Il s'agit de Mais tu vas où ? Je vous mets la couverture juste ici. Couverture que d'ailleurs que j'adore. Je la trouve super jolie. Et ce petit renard sur fond, on va dire un petit peu d'urbex, moi je trouve que ça fait un peu ça, une petite espèce de pièce comme ça qui paraît un peu abandonnée, moi je la trouve super chouette, très belle et qui correspond parfaitement au récit. Et tu vas où ? Ça a été presque un coup de cœur même je dirais, une excellente lecture, pleine d'originalité, une très très belle découverte, où on va suivre un imposteur, rien que ça. Parce qu'en fait,
cet imposteur qui s'appelle Monsieur Fox. Ça vous donne peut-être un indice au niveau de la couverture, le Monsieur Fox justement. Et bien ce Monsieur Fox, il a été au culot. Il venait de prendre l'avion, il sort de l'avion et il attend comme tout le monde un taxi. Et en attendant ce taxi, il va voir un des chauffeurs qui tient une pancarte où il attend quelqu'un. Et il va trouver très drôle la coïncidence que la personne qui l'attend a exactement les mêmes initiales que lui. Et il se dit, eh bien pourquoi pas, je vais me devenir cette personne, je vais monter dans le taxi, me faire passer pour elle, et je vais vivre la vie de cette personne à sa place. Un truc complètement fou, qu'il faut y aller vraiment au culot quand même. Et à partir de cette action-là, il va se retrouver embarqué au cœur d'une aventure auquel il n'avait absolument pas pensé, et le lecteur non plus d'ailleurs. Parce que ce qu'on pourrait croire comme une imposture, ce qui est le cas, hein, on est d'accord que prendre l'identité de quelqu'un c'est une imposture, mais au final, on se rend compte qu'il y a quand même bien plus que ça derrière, et que cette imposture est entre guillemets justifiée parce qu'il avait une très bonne raison derrière de le faire. Raison à laquelle, personnellement, je ne m'y attendais absolument pas, mais qui colle parfaitement avec le reste du récit. Et c'est là que ça devient compliqué de vous en parler sans vous spoiler la moitié du livre, justement, parce que je ne peux pas vous dévoiler cette imposture, pourquoi elle a été faite, d'où elle lui est venue cette idée et dans quel but, parce que ça va tout vous gâcher, et c'est compliqué de vous en parler sans vous gâcher les nombreuses surprises qui recèlent le livre, en fait, parce que il va être retrouvé au milieu d'un engrenage plein d'enquêtes et plein plutôt d'une quête vers des secrets en fait. Un peu une chasse au trésor où il va trouver des indices qui va l'emmener vers un autre point, qui va l'emmener vers un pan historique, qui va l'emmener vers un secret familial et ça va continuer comme ça petit à petit, toujours sous ce couvert de son imposture. Il va graviter autour de la famille dans laquelle il s'est introduit clandestinement, et il va essayer de découvrir tous les secrets que recèle cette famille, et ce que la découverte de ces secrets va pouvoir engendrer pour la vie de cette famille, mais pour sa propre vie à lui aussi, et même pour la vie du personnage duquel il a pris l'identité. Et j'ai trouvé cette écriture terriblement originale. Je ne m'y attendais vraiment pas, et je trouve que le titre « Mais tu vas où ?» prend tellement son sens parce que c'est exactement la question qu'on se pose, mais où on va? Où on va nous en tant que lecteur? Où il va lui en tant que protagoniste qui ne sait vraiment pas ce qu'il fait? On ne sait pas, on est entre guillemets perdu, mais perdu au même titre que lui, et on avance petit à petit dans ce cheminement de pensée, d'action et de révélation de secrets qui est totalement incroyable. Moi j'ai vraiment adoré, tout est très mystérieux et j'espère que ce résumé est très mystérieux pour vous aussi et que ça va vous donner envie d'aller le lire parce que franchement, il est génial. Quelque chose auquel vraiment je ne m'attendais pas, un final qui est une belle revanche, que j'ai beaucoup aimé, mais à côté de ça, ce protagoniste, cet imposteur, moi je l'ai trouvé super chouette, très attachant et finalement, à force de le côtoyer, à force de le voir entre guillemets mentir pour réussir à se sortir de situations improbables, mais à force de mentir de telle manière qu'en fait il sait vraiment bien utiliser les mots, il sait charmer les personnes, il sait jouer de son vocabulaire et de son verbe pour pouvoir donc réussir à se sortir de situations improbables, et à côté de ça, la raison pour laquelle il l'a fait font qu'on ne peut pas détester ce personnage. Au contraire, on peut l'admirer, on peut le trouver attachant, charismatique, mais on ne peut pas lui en vouloir d'avoir créé cette imposture. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé très chouette là aussi, parce qu'on va passer du stade de menteur, d'imposteur, de voleur de vie, à se dire, en fait, s'il l'avait pas fait, jamais ça aurait pu nous emmener, nous en tant que lecteurs et lui en tant que personnage, là où on est arrivé au niveau de la fin. Et c'était vraiment génial. Pour moi, c'est une petite pépite, quelque chose auquel je ne m'attendais pas, et en refermant le livre, je me suis dit, mais oui, je ne sais vraiment pas où j'allais, je ne savais pas quelle direction prendre, je ne savais pas laquelle il allait me faire prendre lui aussi, ce Monsieur Fox, qui a toute la roublardise du renard dont il porte le nom. C'est vraiment une belle petite pépite. Lisez-le si ça vous intrigue, parce que franchement, j'aimerais beaucoup discuter avec quelqu'un d'autre qui l'a lu, de savoir s'il a aimé, qu'est-ce qu'il a trouvé
intéressant ou non dans ce livre, parce que moi je l'ai trouvé super chouette, très imaginatif. L'auteur a une très belle plume en plus, qui arrive à nous porter dès les premiers chapitres. On veut aller voir avec Fox qu'est-ce qui va se passer. Et franchement, lisez-le, il est génial. Moi je me suis régalée, il se lit tout seul en plus, il fait 200 et quelques pages, donc il se dévore. Lisez-le et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas lu, est-ce qu'il vous intrigue? Est-ce que ça vous donne envie de le lire? Et je vais donc clôturer cette séquence avec un autre livre que j'ai lu et qui m'a tellement déçue. Je suis déçue de moi-même aussi parce que ça faisait un petit bout de temps qu'il était dans ma palle, que je traînais à le sortir. Et maintenant que je l'ai sorti, eh bien en fait c'était pas ce que j'attendais et je suis vraiment déçue que ce ne soit pas ce à quoi je m'attendais. Je veux vous parler de A Dance with the Fae Prince de Elise Kova. Depuis combien de temps je vous en parle de ce livre? Parce que franchement, depuis le temps que je l'ai, je crois depuis quasiment sa sortie, je vous en parle, je le mets dans tous les challenges de l'univers, je ne le lis jamais, et maintenant que je l'ai lu, je suis déçue. Je suis vraiment triste parce que je m'attendais à l'aimer depuis le temps que je patientais pour le lire, pour je ne sais quelle raison obscure en plus. Ben ça y est, je l'ai lu et... voilà, pas plus. Tristesse, vraiment. Tristesse est le mot d'ordre. Et je pense qu'en fait, dès le résumé, j'aurais dû comprendre que j'allais être déçue parce que j'avais lu avant A Deal with the F-King, que j'avais bien aimé. En fait, je vais vous faire un résumé vite fait parce que donc c'est un livre qui est en anglais, qui n'a pas encore été traduit, mais comme ça a été traduit par les éditions Hugo peut-être, je ne sais plus, je vous mettrai là de toute façon la vraie édition. Et donc comme ils ont commencé à la traduire avec Un pacte avec le roi elfe, je pense que la entre guillemets pseudo-suite, je vous l'expliquerai après, va continuer à être traduit si le premier a du succès en français, évidemment. Et donc pour celui-ci, on va retrouver une jeune fille qui est un petit peu, on va dire, une Cendrillon. Une Cendrillon, point de vue, elle a perdu sa mère quand elle était très jeune. Son père est parti en mer et a disparu, donc on ne sait pas tout à fait s'il est mort, s'il a vraiment disparu ou s'il est complètement parti et qu'il ne voulait pas revenir. Ce qui fait qu'elle se retrouve avec sa belle-mère, avec une demi-sœur qui est une peste incroyable, et une petite sœur qui est beaucoup trop jeune pour comprendre les enjeux et que la belle-mère et la belle-sœur sont des pestes incroyables. Donc il y a un petit côté Cendrillon comme ça, que j'ai trouvé, pourquoi pas, intéressant, vu qu'on est un petit peu dans du conte de la féerie. Et donc cette famille recomposée est quand même issue de la noblesse. Ils sont très riches, mais depuis que le père est décédé ou a disparu en mer, et bien finalement les affaires ne sont plus florissantes parce que c'était son commerce d'aller chercher justement des biens dans les pays et de les ramener avec son bateau. Et bien finalement, sans ce commerce, la famille est en train de dépérir. Et donc, sans cette rentrée d'argent, finalement, ils sont en train de devenir très pauvres. Or, la belle-mère ne supporte pas ça. Elle s'est mariée avec quelqu'un de riche pour être riche elle-même et pour pouvoir profiter de la belle vie. Donc, elle n'a rien trouvé de mieux que de vendre la main de sa belle-fille au plus offrant. Et en vis-à-vis de cette dot, elle va pouvoir continuer à bien vivre et elle va se débarrasser de cette belle-fille que de toute façon elle n'aime pas vu que ce n'est pas sa fille biologique. Donc, parfait, une pierre deux coups, elle redevient riche, elle a la belle vie et elle se débarrasse de celle qu'elle n'aime pas. Voilà, donc très bonne ambiance, c'est pour ça que je vous dis que ça faisait un petit peu penser à Cendrillon. Mais il s'avère que la personne qui a acheté la main de notre héroïne Catria est un prince, mais un prince particulier parce qu'il est faé. Donc, d'un monde complètement inconnu de notre héroïne, elle va se retrouver donc entre deux mondes, entre son monde des humains et le monde des faées qu'elle ne connaît absolument pas. Pour elle, c'était vraiment un conte de fées, c'est le cas de le dire. Donc il n'existait pas, mais elle va se rendre compte que la magie est bien réelle, et quand il va y avoir un accident, elle va se retrouver elle avec les pouvoirs magiques qui auraient dû revenir au prince, et elle va se rendre compte qu'entre les deux mondes, il va y avoir une guerre, elle va être prise au cœur d'un conflit, parce qu'en ayant récupéré ses pouvoirs qui ne lui étaient pas destinés, il va y avoir une guerre qui va se déclencher, et une guerre qui entre les faées qui va risque de déborder sur le monde des humains. Et bien évidemment, comme ça fait partie de la saga Married to Magic, il s'agit d'une romantasy, donc une romance dans un monde un petit peu féerique, fantastique. Et il va y avoir bien évidemment une attirance entre ces deux personnages, un enemies to lovers.
qui m'a pas convaincue malheureusement. Et ce que je vous expliquais au début, c'est que j'ai lu avant A Deal with the Elf King, qui est donc traduit en français par Un pacte avec le roi elfe. Chaque tome de la saga Married to Magic est considéré comme un tome unique. C'est-à-dire que si vous lisez celui-ci avant Un pacte avec le roi elfe, vous ne serez absolument pas perdu, parce que chaque tome est différent, chaque tome va se concentrer sur un couple d'un domaine magique, les elfes, ici les fées, le 3e tome c'est les vampires, le 4e ce sera les sirènes, mais ils gravitent tous autour du même monde, la carte qui au début va vous montrer le monde des elfes, le monde des sorcières, le monde des fées et compagnie, mais vous restez dans le même univers, mais avec une histoire complètement différente à chaque fois. Donc chaque tome peut se lire indépendamment, sans aucun souci. En revanche, c'est vrai qu'après avoir lu donc Un pacte avec le roi elfe, il y a quand même des petits indices qui sont disséminés à droite à gauche, qui font référence au tome précédent. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les codes si on ne l'a pas lu. Ce n'est pas dérangeant en soi, parce qu'il va nous expliquer justement qu'il y a un royaume des fées, mais qu'il y a également un royaume des elfes, donc même si on n'a pas lu le premier tome, c'est pas grave, on n'est pas perdu. En revanche, si on a lu le premier tome, eh bien on va trouver que celui-ci c'est une pâle copie de Un pacte avec le roi elfe. Parce que les codes sont exactement les mêmes malheureusement. Il va y avoir un personnage masculin qui est issu du monde magique, qui va être froid, qui va être distant, qui va pas vouloir de cette union, à part pour lui, il va avoir besoin des pouvoirs qu'elle recèle, il va demander quelque chose de particulier et c'est uniquement cette chose qu'il veut. Après elle, il en a plus rien à faire. Si elle pouvait la dégager, il le ferait. Et à côté de ça, elle, c'est une jeune femme qui est humaine, qui n'a aucun attrait pour le monde magique, qui d'ailleurs même ne connaissait pas son existence avant la rencontre avec ce prince. Elle est désœuvrée, elle est forte, elle veut s'en sortir par elle-même, et elle veut prouver à sa belle-mère et au monde entier qu'elle peut se débrouiller toute seule parce que c'est une femme et qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Et après, il va y avoir évidemment une attirance mutuelle entre les deux, un petit « je t'aime, moi non plus ». Quand elle va débarquer dans le monde de la magie, elle va se rendre compte qu'il y a un autre monde, un monde qu'elle va vouloir aider, un monde où elle va se trouver encore plus forte parce qu'elle va besoin de prouver que ses pouvoirs, elle n'en veut pas et qu'elle n'en a pas besoin. Et après, cette attirance mutuelle entre les deux qui, à bout d'un je t'aime, moi non plus, va forcément aboutir sur un finalement oui je t'aime. Voilà. J'ai envie de vous dire, si vous avez lu Un pacte avec le roi elfe, vous n'avez pas besoin de lire celui-ci malheureusement, parce que c'est exactement la même chose. Sauf que au lieu que ce soit un elfe, et ben vous avez un feuille. Voilà, c'est tout. C'est précisément la seule différence que j'ai trouvée. C'est le même monde magique, c'est le même code, c'est un enemies to lovers, il va y avoir une guerre, il va y avoir des craintes, il va y avoir un problème entre le monde des humains et entre le monde de la magie. Et bref, ça ne m'a pas convaincue. Voilà. Je suis fortement déçue parce qu'il est très beau, parce que j'attendais à beaucoup plus, et parce que là, comme je vous disais, moi j'avais beaucoup aimé tout ce qui était au niveau de la mise en page, qui est très belle, avec donc à chaque fois des entêtes, des chapitres très colorés, une carte très bien fournie, qui nous reprend les divers mondes de Married to Magic, mais à côté de ça, bah non. Non. Moi, j'ai trouvé que c'était malheureusement un copier-coller du premier tome, avec exactement les mêmes codes, avec exactement les mêmes enjeux derrière, et avec exactement le même schéma entre les deux personnages. Et c'était fort dommage. Peut-être que si je n'avais pas lu le premier avec le roi elfe, j'aurais aimé celui-ci. Peut-être qu'à l'inverse, les personnes qui ont lu le roi elfe et qui liront celui-ci en anglais ou quand il sera traduit, en espérant qu'il soit traduit, que je ne vous donne pas de faux espoirs, peut-être que vous allez aimer parce que vous aimez ce style de schéma, hein, enemies to lovers dans un monde magique. Franchement, si vous aimez, c'est vraiment top pour vous. Bah, continuez cette saga. Moi, je n'ai pas adhéré malheureusement à ce second tome et j'ai très peur maintenant de lire le 3e tome que j'ai acheté parce que j'avais été convaincue par le premier. Je me dis que ça va être un enemies to lovers, je le sais également parce que c'est une chasseuse de vampires qui, bah, évidemment, en allant tuer un vampire, elle va pas le tuer parce qu'elle va commencer à avoir des sentiments pour lui. Je me dis que, comme là, on va vraiment être dans un monde où la personnage féminine sait qu'il existe un monde des vampires,
qu'elle a envie de le tuer parce qu'il a fait je ne sais plus quoi, je pense qu'on va dire tuer sa famille. Je pense qu'il sera peut-être plus intéressant et je l'espère fortement parce que je serais très triste de ne pas aimer ce 3e tome alors que j'ai acheté les 3. Ah, et je sais que le 4e tome va sortir et j'ai vraiment très peur maintenant parce que je me dis il va falloir que je lise le 3e en espérant que ce ne soit pas un énième même schéma parce que sinon ça risque de ne pas me donner envie d'acheter le 4e tome et je ne sais pas. Je suis très triste et très déçue. Je ne m'y attendais pas. Dites-moi pareil en commentaire, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous avez lu le pacte avec le roi elfe? Est-ce qu'il vous a plu également? Parce que moi je suis dubitative. J'aime toujours la plume de Eliskova qui est toujours très belle, très entraînante et très emplie de magie. Mais je pense que si je ne suis pas convaincue par A Duel with the Vampire Lord, je ne vais pas pouvoir acheter la suite qui sera donc sur les sirènes parce que j'ai très peur d'avoir exactement le même schéma redondant. Peut-être que si je n'aime pas, je risquerais de complètement, arrêter cette série et de basculer sur une autre de Eliskova qui n'a rien à voir avec Married to Magic et qui peut-être pourra me surprendre et me plaire beaucoup plus que celui-ci. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'ils soient tous dans le même univers? Je ne sais pas du tout. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous ai présenté un petit schéma de 2 livres que j'ai aimés, 2 livres que j'ai moins aimés. Dites-moi si parmi tout cela, si vous en avez lu, lesquels vous avez le plus apprécié ou non. Et je vais clore ici ce première partie de vlog, parce que je vois que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vais encore faire un vlog avec que 2 séquences, parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Donc j'arrête de parler tout de suite, et je vous dis à plus tard sur une prochaine séquence. Rebonjour tout le monde, je ne sais plus où j'en suis. J'ai tellement de livres que je ne sais même plus en fait si je vous les ai présentés ou non. Donc ça va être une partie de vlog ou un vlog complet, je ne sais pas, un petit peu bilan lecture parce que je me rends compte que je pense qu'il y en a beaucoup que finalement je ne vous ai pas présentés et certains sont des SP donc ça va pas du tout. Il faut que je fasse un compte rendu aux auteurs en version vidéo comme je leur ai promis parce que c'est pas professionnel sinon et j'aime pas du tout ça. Le premier dont je voulais vous parler, il s'agit d'un SP, donc il s'agit de Amarante. Et donc merci à l'auteur de me l'avoir présenté, de me l'avoir fait découvrir, parce que je l'avais vu passer au niveau des réseaux sociaux, et j'avoue que cette petite dystopique science-fiction me tentait tout particulièrement. Parce que il y a eu un déluge, un peu comme dans la Bible, il est vrai, et ce déluge a donc submergé la Terre, et les humains restants ont réussi à s'enfuir et à se protéger sur une arche. Une espèce de grosse machine à moitié entre le sous-marin et le bateau, qui va pouvoir les aider à survivre à ce fameux déluge, et je crois même qu'il pleut encore. Donc, toutes les terres ont été submergées, et les survivants sont confinés dans une espèce de boîte flottante. C'est pas le top, il est vrai, surtout que il y a une espèce de hiérarchie à l'intérieur, où plus notre nom est important dans la société, mieux on est vu, et mieux on peut vivre sur cette arche. Et à l'inverse, plus notre nom est un petit peu récrié ou synonyme de pauvreté ou synonyme de paria, et là on perd tous nos privilèges et on va suivre un jeune homme qui est médecin, donc lui fait partie des privilégiés, et sa amie par contre elle est gardienne de prison et a un nom qui était tombé un petit peu en disgrâce et elle essaye de passer outre, elle essaye de redorer un petit peu le blason de sa famille en travaillant d'arrache-pied et en essayant avec son ami médecin donc de faire régner l'ordre et d'essayer de faire avancer les choses. Mais il se trouve que les gens en ont un peu marre justement de cette ségrégation et un groupuscule va essayer de renverser le système pour pouvoir rétablir l'ordre des choses et qu'il n'y ait plus cette hiérarchie complètement pourrie. Et moi j'ai bien aimé le concept. J'avoue que ce premier tome s'est lu tout seul, c'est le premier d'une duologie et les 2 tomes sont déjà sortis donc si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous ruer dessus, parce que moi j'ai trouvé le premier était d'une petite pépite. Et j'avoue être bien curieuse de lire le second, parce que la fin... très fort l'auteur, mais très frustrant également. Et c'était pas mal du tout. Je trouve que la plume de l'auteur est très fluide.
elle se lit vraiment bien. Il y a des passages qui sont certes un petit peu confus parce que la médecine est très avancée, on est dans quand même de la science-fiction, et quand les personnes meurent, est-ce qu'il y a un étrange mal qui rôde, une espèce d'épidémie chelou, dont on ne sait pas grand-chose, et on ne sait donc pas comment la traiter, pour le moment il n'y a pas de remède, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour l'arrêter ou pour l'enrayer. Les gens deviennent un petit peu fous, ils voient des faits, et une envie de suicide, une envie de folie les prend, et ça devient complètement bizarre. Et comme ils ne savent pas comment l'enrayer, ils ont trouvé une espèce quand même de solution où quand une personne est sur le point de mourir, au moment où entre guillemets, son âme va quitter le corps, ils ont une espèce de sphère comme ça qui vont connecter à la personne et qui va aspirer tous ses souvenirs dans cette sphère pour qu'après la famille ou les médecins ou les personnes qui en ont besoin vont pouvoir relire les souvenirs de la dite personne. Et alors certes, comme je vous dis, ça sert aux familles pour pouvoir surmonter le deuil, revivre des moments agréables avec la personne décédée, mais le corps médical, lui, il va s'en servir pour essayer de trouver quels sont les premiers indices de la maladie, et s'il y a un moyen de l'enrayer, s'il y a quelque chose à faire, et s'il y a un indice au niveau des souvenirs des personnes qui sont contaminées. Et moi j'ai trouvé ce concept super original, très intéressant, qui m'a fait penser à un film assez vieux avec Robin Williams, si je ne me trompe pas, où pareil, les gens quand ils mouraient, ils pouvaient récupérer leurs souvenirs, les mettre sur un film et après les utiliser pour la famille, couper les passages un petit peu gênants ou qu'ils ne veulent pas se souvenir, et à la fin il offrait à la famille un film du défunt. Ça me faisait un petit peu penser à ça, et j'aime beaucoup ce concept. Ça fait rêver presque, j'ai envie de dire. Si cette technologie existait, je pense que beaucoup de gens succomberaient à la tentation et voudraient avoir justement ces petites sphères de souvenirs pour garder leurs proches encore un petit peu avec eux, malgré le fait qu'ils ne soient donc plus là physiquement. J'ai bien aimé le concept, et après, ce côté donc un peu course-poursuite contre le fameux groupuscule qui est partout et nulle part à la fois. On sent qu'ils ont des ramifications partout, qu'ils ont des espions, mais on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont, mais ils sont présents. Et ça crée une espèce d'atmosphère un petit peu oppressante, où on se demande à qui on peut parler. Est-ce que c'est un espion? Est-ce que ça va être rapporté au groupuscule ou à l'armée? Et on va finir en prison alors qu'il y avait juste des soupçons. Et là, le nom, même s'il est très important, donc si plus notre nom est important, plus on est haut dans la hiérarchie, bah là le nom il ne sert plus à rien. Si on est considéré comme un traître, on peut être le fils du commandant, que ça ne servira à rien, le nom ne va pas nous sauver. Donc c'est pas mal, et il y a aussi donc ce côté très oppressant de vivre dans cette arche, de vivre enfermé, en étant ballotté par les flots, parce qu'ils ont donc subi le déluge, tout a été submergé, mais l'eau est encore là, ils sont pas sur pilotis, ils flottent, et ils flottent au gré des tempêtes et des orages. Donc, ils sont un petit peu malmenés, surtout que l'arche commence à vieillir, commence à être défaillante, et qu'il y a des failles de sécurité qui font que peut-être il peut y avoir de l'eau qui s'infiltre, ou le groupuscule qui s'en mêle, et qui va essayer peut-être de les couler. Donc, il y a cette atmosphère d'être enfermé, d'être un peu en mode claustrophobie, cette ambiance qui est moite parce qu'ils disent il fait très chaud justement, il n'y a pas d'air conditionné, et pareil, moins notre nom est important, moins on a de possibilités de respirer de l'air pur. Donc cet aspect enfermement est très présent, très angoissant, très oppressant, et je trouve que ça matche super bien parce que le lecteur a l'impression lui aussi d'être dans cette arche, enfermé avec les passagers, et il manque d'air à force presque. Il a envie de savoir plus, mais il a envie de respirer, il a envie que ça aille plus loin. Et c'est pour ça que j'ai envie de lire le tome 2. Je veux savoir, est-ce qu'ils vont sortir de cette arche? Est-ce que ils vont... Ah, j'ai envie de savoir plein de choses en fait, mais je ne peux pas trop vous en dévoiler pour pas vous faire de spoil. Mais lisez Amarante. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que moi j'ai trouvé qu'il était vraiment bien, pas mal dosé. Et le seul petit reproche que je peux lui faire, c'est qu'il y a des moments... C'est un petit peu flou au niveau de la narration, point de vue qu'il y a le côté donc fait qui est un peu folie,
le côté du personnage qui se remémore son passé, qui va lire les sphères, et il y a des moments, tous ces dialogues se mélangent, toutes ces histoires s'entrecroisent, et on a du mal à savoir quelle est l'histoire de qui en fait, quel est le personnage que l'on suit. C'est le seul petit reproche que je peux lui faire, ou donc il y a des moments où j'étais un peu perdue en mode je ne sais plus quel personnage je suis, mais sinon à part ça, je suis très intriguée par le tome 2, il a l'air vraiment super sympa. Tant que j'ai la caméra d'allumer, je vais vous présenter un petit manga que je viens tout juste de terminer. Il s'agit du tome 10 de Les Carnets de l'apothicaire. Donc c'est toujours de Itsuki Nanao au storyboard et de Neko Kurage au dessin, et publié donc toujours chez Kiun dans la collection des Seinen. Et j'aime toujours autant. Regardez déjà la beauté de la couverture, on est d'accord, mais attendez. Regardez cette double page en couleur, absolument ravissante. J'adore, franchement, le design est vraiment beau. Et voilà, moi c'est la mise en page que je trouve vraiment exceptionnelle. Je trouve super beau. Mais attendez, je vous montre tout un passage, mais c'est tellement beau. C'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup cette petite série. Je suis devenue vraiment fan de Mao Mao, de ses aventures au cœur de la cité impériale, avec des intrigues de cour, mais également tout le côté donc poison, tout le côté remède, tout le côté confection qui a l'air super sympa, et qui s'entremêle donc aux intrigues entre les courtisanes, avec l'empereur, avec les eunuques, avec les servantes, les concubines. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance, je trouve ça passionnant. Le dessin, comme je vous dis, est magnifique. Le storyboard, incroyablement beau et dynamique. Et là, ce tome-ci était particulièrement bien. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 11 qui est sorti très récemment. Et franchement, la fin de ce tome-ci nous laisse dans l'expectative terriblement frustrante et terriblement alléchante pour la sortie du tome 11 en fait. C'est de mieux en mieux. On a une histoire qui est de plus en plus passionnante et palpitante, et pourtant déjà je trouvais que c'était bien au niveau des premiers tomes. Là on en est au tome 10. Je suis plus que conquise, j'ai hâte de lire le tome 11, et j'avoue que ma curiosité me pousse maintenant à aller du côté du roman, où le premier tome est sorti chez Lumen, le deuxième s'il n'est pas sorti dans pas longtemps je pense qu'il sera là, mais j'avoue que maintenant je suis très curieuse de lire la version roman. Est-ce que ça change beaucoup? Est-ce qu'ils ont repris donc le roman originel qui a donné le manga en le remettant un peu au goût du jour? Je ne sais pas. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner parce que franchement, en tout cas les mangas, moi, m'ont convaincue. Ils sont beaux, ils sont bien, bref, je les adore. Je vois que j'ai encore un petit peu de temps au niveau de la batterie et de la carte mémoire, donc je vais vous parler d'un autre petit SP. Il s'agit de Le mystère du pont Gustave Flaubert de Pierre Thierry, et en auto-édité. Alors, un énorme merci à l'auteur qui, une fois de plus, m'a renouvelé sa confiance en m'envoyant son œuvre pour que je la découvre. Et Pierre Thierry, je pense que vous le connaissez si vous suivez mes vidéos, je vous l'ai déjà présenté précédemment, mais pour de la poésie. Là, on est radicalement dans un style différent, plus de poèmes, plus de poésie, plus de voyage, même si il y a quand même un petit côté voyage à l'intérieur, parce que donc c'est un livre qui a été réédité, il date de 2012. Là, celui-ci, c'était pour fêter donc le bicentenaire de 1821 à 2021 de l'Armada de Rouen. Et donc j'ai accepté parce que je ne connais pas bien Rouen, Gustave Flaubert très peu également. Il est vrai que c'est un nom qu'on connaît quand on a été à l'école et qu'on nous a dit lisez Madame Bovary par exemple, qui est l'un des piliers quand même de cet auteur. Mais j'avoue que sorti des titres un petit peu classiques comme ça, c'est un auteur que j'ai eu tendance à délaisser une fois sorti du cursus scolaire, parce que il est vrai que, entre guillemets, quand on nous impose un auteur, c'est quand même bien moins sympa que quand c'est nous qui le choisissons, c'est nous qui choisissons nos propres lectures et auteurs à lire. Donc Gustave Flaubert, je ne connais pas tant que ça, et ma scolarité de cet auteur remonte quand même à très loin maintenant. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas. Un petit résumé pour vous donner un aperçu de quoi ça parle. Le pont Gustave Flaubert ne ressemble-t-il pas à un gigantesque instrument de musique? N'est-ce pas le lieu idéal pour créer un opéra dont le livret serait signé Flaubert? Quel est ce mystère qui plane sur l'Armada 2017 à Rouen? À travers cette aventure du détective privé Jules Costellos, vous visiterez Rouen, Flaubert et les rêves baroques de Sherlock Holmes le chat.
J'aime ce jeu de mots pour le nom du chat. Il est super chouette ce personnage en plus. Vous rencontrerez aussi Giovanni Bottesini, virtuose de la contrebasse. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la très grande médiathèque de l'Ouest est dirigée par Salammbô, bibliothécaire et danseuse. Cette édition au format de poche est publiée à l'occasion du bicentenaire de Gustave Flaubert. Et que dire si ce n'est que c'est très particulier en fait. Je m'attendais à... Ah, je ne sais pas en fait à quoi je m'attendais parce que il est vraiment particulier. Point de vue que on est dans un mélange d'enquête un petit peu policière parce qu'il y a eu un vol de vélo, le vélo d'un commissaire de police qui ne veut pas trop que ça s'ébruite parce que c'est la honte quand même. Hein. Et ce détective privé est donc chargé de retrouver ce vélo tout en cherchant des indices au niveau de Gustave Flaubert et d'un opéra qui serait mis en place pour pouvoir fêter le bicentenaire donc de l'Armada de Rouen. Et on va s'entremêler entre plusieurs personnages fictifs et historiques, proches de Gustave Flaubert et de la ville donc de Rouen, et on va suivre à travers des lettres, à travers des voyages, à travers des extraits des récits de Gustave Flaubert, mélangés donc à cette fameuse enquête et cette fameuse histoire un peu chimérique, parce que c'est très très flou. On va suivre tout ça pour essayer de trouver qui est le coupable, à travers également les rêves d'un chat, le fameux Sherlock Holmes, comme je vous dis, j'aime beaucoup son nom et son jeu de mots. Et tout ça est assez nébuleux, est assez onirique, est assez fou en fait. On est dans un polar décalé, comme l'auteur l'appelle, et je trouve que ce terme de polar décalé résume magnifiquement bien ce roman. Parce que il est vraiment atypique en fait. On est à la fois dans de l'enquête, à la fois dans de l'historique, à la fois dans de l'onirique, et tout ça mélangé peut parfois nous perdre un petit peu. On ne sait pas trop quel fil suivre, si on est dans de l'historique ou si on est basculé un petit peu dans de l'onirique. Et on oublie même parfois l'enquête de ce fameux vélo, tant on est pris dans l'histoire avec ces personnages du passé qui ressurgissent et qui sont remis au goût du jour. Moi j'ai trouvé ça assez fou, et j'avoue que j'étais ressortie assez déboussolée, parce que comme je vous dis, je ne savais pas à quoi m'attendre en fait. Et je pense que ma méconnaissance de l'auteur a beaucoup joué également, point de vue que j'ai apprécié le livre, mais pas à sa juste valeur, je pense. Quelqu'un qui serait vraiment épris de l'auteur, qui a lu tous ses écrits, qui connaît sa vie, qui connaît son histoire, qui connaît ses écrits, même là, donc les opéras qui sont tirés de lui, je pense qu'une personne donc, qui aurait toutes ces connaissances emmagasinées apprécierait beaucoup plus à sa juste valeur ce roman. Que moi qui, au final, ai survolé Gustave Flaubert dans ma scolarité, notamment par le biais de Madame Bovary, et je pense presque uniquement par ce texte, alors qu'il y en a quand même beaucoup d'autres dont des très connus, et bien moi en fait j'étais un petit peu lésée. Je ne connaissais pas trop les pans de sa vie, je ne connaissais pas trop ses écrits. Certains extraits m'étaient connus et d'autres complètement inconnus au bataillon. Et le fait de ne pas connaître tant cet auteur-là fait que justement je n'ai pas tout à fait accroché à l'histoire en fait. La plume, en revanche, elle m'a toujours autant fait accrocher. On retrouve la poésie, la douceur de la mélodie, de la rythmique de l'auteur que j'avais découvert au niveau de son recueil de poésie. Là, on est toujours enchanté, on est toujours dans un appel au voyage, dans un appel à l'évasion, que ce soit physique ou donc onirique. Et ça nous fait apprendre plein de choses et voyager en même temps par sa plume, par son personnage et par l'attrait qu'il a et l'amour qu'il porte à cet auteur qu'est Gustave Flaubert. Donc, intéressant, intriguant, incroyablement donc atypique. Et donc, comme je vous dis, je pense que si on est fan de cet auteur qu'est Gustave Flaubert, on va d'autant plus aimer l'univers que Pierre Thierry nous apporte parce qu'il est vraiment focus sur Gustave, sur ce pont sur Rouen, et tout s'enchaîne, tout s'entremêle et tout est logique. Au final, tout tourne vraiment autour de Gustave Flaubert. Et c'était très intéressant, même si c'était également très donc déboussolant, parce que vraiment atypique. Je n'ai pas de comparaison avec un autre livre que j'aurais lu qui pourrait lui ressembler. Il est vraiment presque même donc un ovni, un objet littéraire non identifié, parce qu'il est vraiment unique. Donc
Si vous l'avez pas lu, lisez-le pour vous faire un avis sur Gustave Flaubert, La plume de l'auteur. Et sinon, comme je vous disais, il a fait également 52 reflets et Valse froide. Et j'adore celui-ci, Valse froide, il était vraiment chouette. Si vous voulez donc découvrir La plume de l'auteur, il a écrit d'autres romans certes que je n'ai pas encore lus, mais en tout cas moi ces trois-là, je les ai lus, donc vous avez déjà un petit panel de ce que l'auteur peut vous proposer parmi ces trois œuvres, et donc la dernière en date pour moi c'est celui-ci, Le mystère du pont, Gustave Flaubert. Et je pense que je vais couper cette séquence ici parce que je vois que ma batterie clignote, donc elle risque de me couper de manière un peu trop abrupte si jamais je commence à vous présenter une autre chronique de livre, surtout qui va s'agir d'un auteur dont je vous ai beaucoup parlé depuis le début de l'année. Je continue à découvrir ses œuvres, donc j'en ai 2 nouvelles que j'ai lues de lui. Donc il me faut plus de batterie que ça pour vous parler de ses dernières œuvres. Donc je vais vous couper ici. À tout de suite pour vous et à plus tard pour moi.